l'a fait, il est troisième du Vendée Globe, c'est énorme. Quel soulagement pour Jérémy Bayou. 78 jours, 6 heures et 38 minutes, Jérémy Bayou grimpe sur la troisième marche du podium après une régate toujours aux avant-postes et malgré une série d'ennuis techniques en cascade. C'est un truc de marche quoi, parce que c'est une course qui se mérite, c'est pas une course qu'on te donne comme ça, quoi. Il faut aller chercher chaque édition déjà. Moi ça m'a pris trois éditions. Et puis cette année, il faut chercher chaque mille, chaque mètre. Il faut se dépasser, il faut demander au bateau de se dépasser. Quand tu arrives au bout, c'est difficile de décrire comme ça, mais c'est une émotion immense. Après 2 abandons en 2008 et 2012, cette troisième participation au Vendée Globe sera la bonne, d'autant plus qu'il boucle ce tour du monde en moins de 80 jours. Il faut chaque jour trouver les ressources pour juste aller atteindre le jour suivant, quoi. Et puis moi j'ai vraiment fonctionné comme ça. À un moment, je me suis dit il va falloir y aller au jour le jour. Donc au jour le jour, pendant 2-3 jours, ça va quoi. Mais au bout de 70, voilà, tu tires un peu la langue. Il n'y a pas d'autre challenge de ce type-là, ça n'existe pas. En autonomie comme ça n'existe pas et je l'ai découvert. Cette troisième place, c'est une belle revanche pour le marin finistérien expert en météo, excellent technicien et fin régatier, réputé pour son incroyable pugnacité. De la première à la dernière place, c'est dur. Chacun son challenge. Mais voilà, d'essayer d'être dans la performance, d'essayer de lutter contre un Armel Lecléache, contre un Alex Thompson, c'est un gros challenge. Ce sont deux fabuleux marins, donc il n'y a pas de honte à être derrière eux. Voilà, dans l'ordre d'un podium, il a Armel Lecléache au milieu. Quelle belle image de ce Vendée Globe 2016-2017. Le 8e Vendée Globe, c'est l'histoire d'une course-poursuite sur 27 000 milles, une régate autour du monde sous haute tension, et le ton est donné dès le départ. C'est le début, mais c'est bien parti. Bon, on commence à prendre ses marques à bord. Il n'y a pas eu trop de casse sur les bateaux derrière, donc tant mieux. Et nous, tout va bien pour l'instant, donc on profite. Alex Thompson, lui, n'est pas à la fête. En 48 heures, il a perdu pas mal de terrain, mais le skipper d'Hugo Boss reste lucide. Clairement, l'empannage que j'ai fait au Cap Finistère était une énorme erreur. Je m'en suis mordu les doigts. Je n'ai pas vraiment d'excuses. Je n'aurais pas dû faire cette erreur. Je l'ai payé cher. Alex Thompson est un bagarreur. Après son option hasardeuse au Cap Finistère, il revient sur Armel mille par mille et affine sa stratégie. Je double la première île de l'archipel du Cap-Vert, dont j'ai oublié le nom. J'ai réussi à garder du vent jusqu'à maintenant. Tout va bien, je suis content d'être deuxième. Et je pense que je ne vais pas le rester très longtemps. On verra bien après les îles du Cap-Vert et quelques empannages. Voilà, vous savez tout. Le Cap-Vert, c'est pas très bien réglé, pas très bien. Pas dans la bonne mouvance, on va dire, mais jusqu'au Cap-Vert, c'était plutôt parfait. Et puis, bon, voilà, il y a eu ensuite une passage à vide. Et bon, voilà, ça fait partie du jeu. Il y en aura d'autres. Et les autres en auront aussi, donc voilà. En se faufilant littéralement entre 2 îles de l'archipel, le Britannique a pris un risque. Mais à la sortie, il est en tête de la course. Sur la route de l'équateur, il y a un autre piège, un vrai casse-tête météorologique. T'as une champ de bataille? Eh bien un poteau noir, hein. Une putain de nuage. Là ça. Putain de bon nuage à 30 nœuds. Faut pas se faire surprendre. Alex Thompson n'a pas tourné autour du pot et déboule vers l'équateur. Aujourd'hui était un jour fantastique. C'était le passage du poteau noir le plus facile que j'ai jamais vécu. Au fur et à mesure que je vais descendre vers le sud, le vent va se renforcer et tourner à gauche, ce qui me permettra d'ouvrir les voiles et d'accélérer. Profitant de conditions météo exceptionnelles, la tête de course glisse vers le cap de Bonne-Espérance dans des temps records. Ça va faire 4 ou 5 jours, j'ai pas mis le nez dehors, pas vu l'équateur.
à réparer des merdes de pilotes automatiques. Mais là, je crois qu'au bout de 5 jours, on a trouvé la solution. Donc champagne. Les foilers font parler la poudre. Le problème, c'est qu'à des vitesses aussi élevées, le moindre choc prend toute sa dimension. Au 13e jour de course, superstitieux s'abstenir, c'est Alex Thompson qui perd brutalement son foil tribord. Hier matin, je me reposais quand il y a eu un énorme bruit. Le bateau a viré brutalement sur tribord, le safran s'est relevé, je suis monté sur le pont pour essayer de régler le problème. Et là, j'ai réalisé que le foil tribord était cassé. Il ne restait que quelques centimètres qui dépassaient du bateau et qui me ralentissaient. Je ne pouvais rien faire. À un moment donné, je vais devoir aller sectionner ce qui dépasse. Et je dirais qu'il m'en reste un de l'autre côté. J'espère que je vais garder la tête et prier pour que la course se fasse un maximum sur tribord. C'est ça la course, s'attendre à l'inattendu. Au 18e jour, changement radical d'ambiance. Les polaires sont de sortie, le Grand Sud n'est pas très accueillant. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'ambiance dehors, vous allez voir c'est un peu gris. Voilà, on a toujours un peu de vent, là on vient de manœuvrer, on a mis la tenue étanche parce que dehors c'est un peu humide. Et je vais me faire un petit thé pour réchauffer un petit peu tout ça. Là-bas, c'est Armel Lecléache sur Banque Populaire. Tranquillement, il m'a rattrapé la nuit dernière. Apparemment, il a un tout petit peu plus de vent. Mais je serai à nouveau sur tribord dans moins d'une journée. Alors j'attends ça impatiemment. D'ici là, je continue d'attaquer autant que je peux pour rester au contact de ce gars-là. Chronique d'un duel annoncé entre les deux hommes qui n'arrêtent pas de se refiler le leadership. C'était une belle bataille d'empannage hier et puis content de retrouver Alex ce petit matin tout à l'heure là, des bords à bord et puis j'ai réussi à m'échapper un petit peu donc tant mieux, c'est bonne chose de faite. 6e semaine de course, les conditions se durcissent. Le matériel est mis à rude épreuve, les hommes aussi, soumis à un rythme très élevé et cernés par la fatigue. Le Grand Sud dans toute sa démesure avec ses chapelets de dépression. Le bateau surfe parfois sur les vagues à 30 nœuds avant de s'arrêter net. Ça veut dire que vous êtes balancé de tous les côtés. On peut entendre l'eau qui se fracasse sur le pont. Et c'est là que votre esprit commence à se poser des questions. Que va-t-il se passer si la structure lâche ou si tu heurtes quelque chose ? Parfois, je me demande ce que je fais là. Au bout du Pacifique Sud, Armel Lecléache a largement creusé l'écart sur Alex Thompson. Il possède 800 000 d'avance. 23 décembre 2016. Et le Cap Horn, juste là. Fin des mers du Sud, début de l'Atlantique dans quelques minutes. Donc ça fait du bien, on va boire un petit coup de champagne pour fêter le moment. 47 jours et 32 minutes, un record. Le Breton abaisse de plus de 5 jours le temps de référence établi par François Gabard en 2012. Allez, santé au Cap Horn, juste là. Là, il a bonne température, il est bien frais. Là. Jérémy Bayou passe la pointe de l'Amérique du Sud en 3e position, 2 jours, 2 heures et 2 minutes après Thompson. Lui aussi espère une redistribution des cartes après le hors. Je pense que peut-être que la course reprendra un petit peu ses droits. Je regarderai un petit peu comment je suis par rapport aux deux premiers, par rapport à Alex, quelle trajectoire ils ont prise et que je peux prendre moi comme trajectoire. Le jeu va se réouvrir un petit peu, hein, donc voilà, ça va être une autre course et une nouvelle course. La remontée de l'Atlantique Sud s'annonce on ne peut plus tactique.
Le Breton doit négocier des passages délicats coincés entre la zone d'exclusion des glaces et les bulles anticycloniques piégeuses. Le Britannique à l'affût lui a repris presque 700 000 en moins de 6 jours et Armel Lecléache voit fondre son avance un peu plus, heure par heure. Il a eu juste un empannage à faire après Cap Horn et tout droit depuis. Moi j'ai eu du prêt, du portant, des empannages. Donc c'est sûr que les 800 000 se sont vite réduits en pas grand chose. Ça devrait encore réduire dans les prochaines heures. Mais bon, on verra les comptes dans quelques jours pour voir si lui aussi sera bien ralenti dans le cyclone et quels seront les écarts à ce moment-là. On va rien lâcher de toute façon, c'est mode Figaro hein, et on va se bagarrer. Le 18 janvier au petit matin, 39 000 seulement, séparent les deux hommes qui vont devoir faire le virement de bord le plus décisif, le plus important de toute la course. There's no real option for me anymore. Doesn't look like there's any possibility after attack is going to be win. So yeah, I think my options have run out. I'm very tired, so I don't have any tension about the finish. I have tension about trying to make the autopilot work so I can sleep. La fin de l'histoire, on la connaît déjà. Le 19 janvier à 16h37, Armel Lecléache remporte haut la main le 8e Vendée Globe. Top, arrivée de Banque Populaire, vainqueur du Vendée Globe 2016. Temps de course, 74 tours, 3 heures, 35 minutes, 40 secondes. J'ai rien lâché les paramètres. C'était... Chaque mètre gagné c'était dur et puis... Je la voulais tellement cette victoire. Voilà, j'ai réussi. Armel, Alex et Jérémy terminent tous les trois sous la barre mythique des 80 jours. Après Jean-Pierre Dick, Yann Elias et Jean Le Cam, les arrivées vont se succéder au Sable d'Olonne jusqu'au dernier solitaire, attendu début mars.